c'est que chaque Français puisse manger à sa faim. L'inflation s'est enflammée. C'est sous perfusion, on n'a pas voulu voir la réalité. C'est une volonté des gouvernements de faire baisser la valeur de la monnaie parce que sans ça, les gouvernements ne pourront pas rembourser leurs dettes. On voit ça sans arrêt, la fin des grands cycles, la fin des grands empires. Toujours la tentation à la fin, c'est créer de la monnaie. Bien, ça nous amène à une folie monétaire. C'est quelque chose qui est en train de fausser l'économie mondiale. It will come. In due course. Ça y est, nous y voilà au crépuscule de ce long cycle économique. Les crises et leurs boucs émissaires se succèdent, mais le voile qui se lève nous révèle un monde fragile et désorienté. Impassible, Bitcoin poursuit sa fulgurante ascension, reprend son souffle, repart de plus belle, imposant jour après jour le langage d'une ère nouvelle. Je m'appelle Jacques-Édouard, bienvenue sur BTC Touchpoint. Chaque semaine, au travers de lectures et de conversations, je vous mets le pied à l'étrier. Je partage avec vous les savoirs fondamentaux pour comprendre Bitcoin. Salut, premier épisode de cette nouvelle année 2024. Je t'adresse mes meilleurs vœux à toi, à tes proches. Je te souhaite une année aussi sereine que possible dans cette période tumultueuse et je nous souhaite à tous et à toute une année productive, ponctuée de projets fructueux qui nous feront grandir. Question projet, je poursuis l'aventure de ce podcast, je prends beaucoup de plaisir, ça m'apporte beaucoup vraiment. Je crois en son utilité, l'évolution de l'audience et les retours encourageants que vous me transmettez régulièrement me confortent dans ce sens. Donc tant que je trouve de l'inspiration, tant que des bitcoiners inspirés du monde entier expriment leur perspective unique, je continue. J'apprends de ces lectures et je les partage avec toi, je transmets. C'est un peu ma fonction, je crois. Donc reste à définir la fréquence des épisodes hebdomadaires, bimensuels, sachant qu'en parallèle, je dois impérativement progresser sur plusieurs chantiers pour donner à ce projet une quelconque viabilité économique, la condition de sa durabilité. Donc ça commence par, et tu l'as peut-être déjà constaté, ça commence par la nouvelle section B2B du site internet BTC Touchpoint où je présente mon profil professionnel, puis les services de formation, conseils, appui à projet, conférences que je propose aux entreprises, aux organisations soucieuses d'engager une réflexion autour de Bitcoin, de mieux le comprendre, d'étudier un projet ou de stimuler l'adoption. Je vise le cœur de métier et la RSE, et mon positionnement est assez naturel puisqu'en fait je transpose dans ce nouvel univers professionnel ce que je faisais avant dans ma vie de consultant, expert sur les questions liées à l'eau. L'eau et la monnaie, deux fluides vitaux irriguant la société et dont la bonne gestion conditionne son épanouissement. On verra ce que ça donne, mais c'est clairement une priorité. En 2024, il sera aussi question pour moi d'intégrer au site un assistant IA, un véritable guide et coach pour accompagner tout nouvel utilisateur dans un apprentissage sur mesure du Bitcoin. Et à ce propos, il y a un ami qui me faisait remarquer l'autre jour, tu sais Jacques, BTC Touchpoint, en fait, c'est la première pédagogie sur mesure du Bitcoin. Et je crois qu'il a raison, je connais pas à ce jour d'autres approches visant explicitement et méthodiquement à accompagner tout un chacun sur un parcours d'apprentissage reflétant ses propres motivations, ses propres centres d'intérêt, la structure de sa personnalité. Donc cette facette importante, différenciante, elle mérite d'être mise plus en avant dans le positionnement marketing de BTC Touchpoint. Bon, puis il y a plein d'autres choses que je prévois de lancer sans trop tarder, notamment des tables rondes en streaming. Il y a du pain sur la planche en ce début d'année. Je vais pas te gaver davantage avec tout ça. C'est juste que ça m'occupe l'esprit et je voulais t'en parler. On sait jamais, ça peut résonner chez l'un ou l'autre. Et donc on reprend notre saga, 8e volet de la série Saylor en compagnie de Robert Breedlove qui nous présente ce nouvel épisode par le menu. On y va et on se retrouve à la fin. Salut, bienvenue à l'épisode 8 de la série Saylor, ici sur le What is Money Show. Aujourd'hui, nous passons en revue plusieurs concepts intéressants qui vont nous permettre d'approfondir l'étude du Bitcoin et de ses effets sur l'avenir de l'humanité. Il sera tout d'abord question de la déesse de l'ingénierie, cette impulsion créatrice qui définit l'homme et le comble. Nous reviendrons sur une notion chère à Saylor, Bitcoin moyen d'échange à basse fréquence et Bitcoin réserve de valeur à haute fréquence.
Nous réaliserons ensuite pourquoi rémunérer les gens en Bitcoin n'est pas forcément la meilleure idée du moment dans un contexte fiscal encore assez hostile. Et nous nous pencherons sur le rôle de Bitcoin en tant qu'unité de compte, une autre fonction monétaire. En adoptant ensuite une perspective plus macro, nous évaluerons la position de Bitcoin vis-à-vis d'autres classes d'actifs adjacents et je vous promets aussi une belle plongée dans l'univers des réseaux crypto. Saylor nous aidera à bien distinguer les réseaux crypto décentralisés des réseaux numériques centralisés, relevant les compromis respectifs qui les caractérisent. Et puis, il y a cette idée de souveraineté immortelle, un truc tout à fait particulier que les réseaux crypto rendent possible, nous laissant projeter nos préférences au-delà même de notre vivant. Un moment absolument lumineux dans cette conversation. À nouveau, nous revisiterons les notions de monnaie, pouvoir, de la dimension presque magique de toute technologie suffisamment avancée et de ce qu'il advient à la monnaie lorsqu'elle connaît une profonde évolution technologique. Pour conclure, nous discuterons de Bitcoin en tant qu'idéologie pure, fondée sur des principes, quelque chose de finalement assez unique à l'ère moderne. Comme vous pouvez le constater, ce 8e épisode est encore un sacré morceau. Allez, on y va. Robert. Michael, je voulais aborder un dernier point sur l'aspect religieux de Bitcoin. Ma tradition religieuse, c'est aussi l'Église baptiste du Sud, et ma pensée s'est ainsi construite sur une base judéo-chrétienne. Et le récit de la Genèse présente l'idée primordiale selon laquelle Dieu est la force qui confronte le chaos avec courage, vérité et amour, convertissant ce chaos en un ordre bon et hospitalier. Ainsi, lorsque nous scrutons l'univers à travers le prisme de la thermodynamique, nous reconnaissons que, toujours et en tout lieu, il tend vers plus de chaos, une entropie croissante est à l'œuvre, et que véritablement la seule force qui s'oppose à cette flèche thermodynamique du temps est la vie. La vie a même de convertir en ordre l'entropie. Par conséquent, on pourrait proposer que la vie, ou peut-être même l'aspect divin caractéristique de la vie, est le principe anti-anthropique qui se propage à travers elle tout entière. Vous savez, je ne peux pas m'empêcher de considérer Bitcoin à travers ce même prisme. Bitcoin est ce système qui en réalité plonge et s'enfonce au plus profond du chaos. L'algorithme de minage SHA-256 trouve littéralement un seul atome dans tout l'univers. Le minage, c'est en quelque sorte cette incroyable course pour identifier un seul atome dans tout l'univers. Et c'est par le biais de cette incursion dans le chaos que Bitcoin forge l'ordre le plus profond que nous ayons jamais connu. Avec la blockchain Bitcoin, il n'y a pas de débat. Celui qui possède ces outils XO les possède. Il me semble que je perçois là un lien profond entre la vérité et cette conversion du chaos en ordre. C'est une citation de J.K. Chesterton qui m'a sensibilisé à cette idée. Il dit « Une chose morte se laisse aller avec le courant, seule une chose vivante peut nager à contre-courant. » Et donc, de ce point de vue, Bitcoin est vraiment vivant. Michael, Bitcoin et les castors. Le castor aménage le cours d'eau pour créer un barrage, les êtres humains aménagent des systèmes. Bitcoin est un système monétaire énergétique, un travail d'ingénierie. C'est le tout premier système monétaire correctement conçu que nous ayons bâti. Nous, les êtres humains, canalisons cette énergie grâce à notre intellect et au cœur du système Bitcoin, nous extrayons de l'ordre. Et on dispose là d'une structure très efficace. Le prix à payer est un certain désordre à l'extérieur du système, une dissipation d'énergie qui, à vrai dire, ne me préoccupe guère. L'univers en contient bien plus qu'il en a besoin et nous ne faisons qu'en effleurer la surface. Le pourcentage d'énergie que nous utilisons est absolument infinitésimal. 0,000 plus 1 million de milliards de 0,001%. Ok? Donc, le système Bitcoin peut bien se permettre d'utiliser un chouïa d'énergie. Et puis, rappelons-nous que lorsque nous créons quelque chose de beau, un chemin de fer, un réseau Bitcoin, un réseau social, etc. Nous parvenons à faire quelque chose des millions de fois plus rapidement, plus intelligemment, plus fort qu'auparavant. Et ça fait progresser la race humaine. Donc on n'a pas affaire ici à la seule et unique réalisation majeure de l'espèce humaine. Non, il s'agit juste de sa réalisation la plus intéressante.
Robert, diriez-vous alors que c'est ça notre lutte? Repousser l'entropie? Créer une sphère d'ordre toujours plus vaste au sein de cette grande bulle cosmique d'entropie? C'est ça la civilisation? Michael, je dirais que la vocation la plus élevée de l'homme, c'est d'extraire de l'ordre du chaos. On pourrait ajouter d'ailleurs que les humains manifestent quelque chose de l'ordre du divin, lorsque par leur intellect, ils conçoivent un environnement plus hospitalier pour eux-mêmes et pour tous ceux qu'ils aiment. C'est l'humain qui vient combler le fossé, l'humain qui bâtit la ville, l'humain qui crée la machine. Cela se manifeste sans interruption aucune depuis les tout débuts de notre épopée humaine. Extraire de l'ordre du chaos. L'activité la plus honorable, la plus admirable à laquelle l'être humain puisse s'adonner. Et si nous ne l'avions pas fait, nous serions sans doute là, nus dans la plaine, en train de courir, pourchassés par des loups affamés et destinés à périr sous leurs crocs. Et voilà. Donc l'ingénierie porte en elle quelque chose de tout à fait divin. Identifier un problème et concevoir la solution. Voilà pourquoi nous les respectons, tous ces ingénieurs. Robert, vous vouliez parler de Bitcoin comme moyen d'échange? Robert, ouais, allons-y. Michael, nombreux sont ceux qui se concentrent sur le livre blanc du Bitcoin, l'analyse et en débattent à l'infini. Et je pense qu'en fin de compte, tous ceux avec qui nous sommes d'accord considèrent que la notion de cash peer-to-peer, d'argent liquide, de système de paiement pair à pair, renvoie à un réseau de règlements pour un instrument au porteur. Par conséquent, il est essentiel de pouvoir échanger des actifs. À mon avis, il est absolument sans importance de pouvoir réaliser des transactions de petite valeur à haute fréquence sur le réseau Bitcoin, et poursuivre une telle vision me semble assez dysfonctionnelle. À mon sens, Roger Ver a tort. Certes, c'était une belle idée. Roger Ver estime que la magie du Bitcoin réside dans la possibilité de régler son café avec son téléphone. Moi j'y vois une erreur tragique de discernement. Ça n'était nullement la magie de Bitcoin à l'époque, ça ne l'est pas plus aujourd'hui. La magie première du Bitcoin, c'est cette possibilité qui nous est offerte de catapulter l'énergie 100 ans dans le futur sans la perdre. Ces autres propriétés magiques découlent de son utilisation au moyen de logiciels le rendant plus intelligent, plus rapide et plus fort. Ça, c'est de la magie. Quant à la possibilité d'effectuer une transaction de faible montant, ça me semble être une question triviale, sans importance. Premièrement, tout au plus 1 à 2% de votre patrimoine a besoin d'être disponible pour de telles transactions à haute fréquence. Donc pour n'importe qui, le truc logique serait de conserver 1, 2, 3% de son patrimoine en monnaie fiat et de l'utiliser ensuite sur le réseau PayPal, Visa, Apple Pay ou tout autre réseau centralisé. Il me semble que Saifedean l'a déjà souligné. Un réseau de preuves de travail est 1 milliard de fois, voire 1000 milliards de fois moins efficace que sa version centralisée. Vous obtiendrez donc une vitesse 1 milliard de fois plus élevée et vous ferez autant d'économies en faisant tourner 1% de votre vie sur un réseau centralisé. Autant le mettre sur Square ou Apple parce que personne ne se soucie vraiment de savoir s'ils vont faire faillite dans 1 an, 2 ans ou 5 ans. Puis le fait que ces transactions puissent être surveillées dans un pays donné, ça signifie simplement que 1% de la valeur de vos transactions est surveillée. Et si vous voulez faire quelque chose d'illicite, vous le feriez 0,01% du temps sur le réseau Bitcoin. Par contre, à ce moment unique de votre vie où vous avez un besoin pressant de fuir votre pays, l'Irak ou la Syrie par exemple, en tant que réfugié, c'est à ce moment-là que vous effectuerez votre transaction sur la chaîne principale. Alors là, utilisez Bitcoin, vous pourrez sans doute accepter de devoir patienter 30 minutes, ça devrait aller. Par définition, si vous déplacez 1 milliard de dollars une fois, c'est 1 milliard de fois plus précieux que de déplacer 1 dollar une fois. Le cas d'usage de transfert en va-et-vient d'1 milliard de dollars est donc précieux et vous êtes prêt à payer des frais de transaction élevés. A contrario, le cas d'usage de transfert de 1, 2, 3, 5, 10 ou 50 dollars n'est pas précieux. En fait, sa pertinence diminue de manière exponentielle ou en tout cas de façon linéaire avec le montant d'argent déplacé. Et il y a bien d'autres raisons pour lesquelles Bitcoin n'a guère de sens en tant que moyen d'échange pour le moment, et peut-être bien pour toujours.
Moi, c'est ce que j'ai tendance à croire. J'imagine que ce qui va se produire, et on peut certes débattre de la sémantique, du sens que l'on va donner à l'expression moyen d'échange. Personnellement, j'imagine que Bitcoin va se comporter comme une réserve de valeur haute fréquence et un réseau de règlement basse fréquence. Ou un moyen d'échange à faible fréquence, si vous voulez. Une fois par mois, c'est plus que suffisant. Une fois par an, c'est peut-être assez. Une fois dans une vie, c'est peut-être suffisant. Si le reste de l'écosystème se développe, le moment viendra où Robert Breedlove aura 200 bitcoins sur un compte d'une banque cryptographique. Il dirigera la banque vers le bitcoin, qui vaudra $1 million l'unité, et la banque vous proposera de la monnaie fiat à crédit à des taux intéressants pour faire ce que vous voulez toute votre vie. Et le bitcoin ne bougera pas. Jamais. La banque fera ce qu'elle voudra. Et si elle fait faillite, mais qu'est-ce que ça peut bien vous faire? C'est la banque qui fait faillite, c'est pas vous. C'est pas grave. Vous avez 1%, rien à risquer, c'est elle qui a pris tous les risques. Nul besoin donc de faire des trucs à haute fréquence pour créer de la valeur, si ce n'est pour protéger l'argent. Il y a des raisons comptables, systémiques et fiscales qui font que Bitcoin n'a guère de sens en tant que moyen d'échange. La raison la plus évidente est la suivante. Chaque fois que vous encaissez un revenu en Bitcoin, cela constitue un événement imposable. Vous marquez le cours du Bitcoin. Vous me payez en Bitcoin alors qu'il s'échange à 10 500 $. Je dois le marquer. Vous me payez 27 $ en Bitcoin. Ça me crée une entrée dans le grand livre. 27 $ en Bitcoin sur la base de 10 400 $. Votre ami achète un autre livre à 32 $. Cela entraîne une nouvelle entrée dans le grand livre. Si je vendais 1 million de trucs en Bitcoin, je me retrouverais avec 1 million d'entrées dans le grand livre associé à 1 million de prix de base différents. Et si je décidais de vous verser votre salaire en Bitcoin, il me faudrait calculer la plus-value et payer l'impôt correspondant. Donc si j'ai 100 millions de dollars en Bitcoin et que l'année suivante je paye 100 millions de dollars de dépenses en Bitcoin et que le cours de ce dernier alors augmenté d'un facteur 2, en fait, je génère 100 millions de dollars de plus-value et il me faudra verser 20 à 30 millions de dollars au gouvernement fédéral dans les 12 mois pour le privilège d'utiliser Bitcoin, lequel fonctionne 1 milliard de fois plus lentement qu'Apple Pay. Alors, donc, ce truc affreux là, c'est ignoble à quel point? Tout d'abord, comptez une décennie pour ajuster les systèmes de comptabilité à ce fonctionnement. Notez bien, comment opère une multinationale? J'ai 27 filiales dans 27 pays. Je travaille dans 10 à 15 devises différentes. Dollar américain, euro, yuan, yen, pesos, real, peso mexicain, peso argentin, et j'en passe. Ça fait beaucoup de devises. Et c'est la loi qui nous l'impose, qui nous contraint à payer dans ces devises toutes les factures médicales, toutes les assurances, toutes les relations avec les fournisseurs. Ça a pris 10 ans. Il faut 10 ans pour mettre en place une multinationale en partant de zéro. Et probablement 5 ans et 20, 30, 40 millions de dollars pour aboutir à un fonctionnement correct de tous les systèmes comptables. Alors si j'achète 500 millions de dollars en Bitcoin, je les conserve en trésorerie, je les regarde juste. Et dans l'idéal, je fais plus jamais aucune transaction avec sur les 10 prochaines années. Aussi longtemps que nous restons solvables, j'ai aucune raison de le déplacer, n'est-ce pas? Pourquoi ferais-je autrement? En vérité, ce que nous voulons, c'est le mettre dans le coffre-fort et d'en jeter la clé. C'est vrai, c'est ce que je dirais à n'importe qui. Je veux pas pouvoir le déplacer. Je veux qu'il reste là et attendre qu'il prenne de la valeur. Pendant que chez MicroStrategy, on vend des produits en yuan, en yen, en euros et en dollars et on les verse sur nos comptes. Tout ce fiat, on le consolide en une seule et unique devise, le dollar. On fait le bilan. Si on a besoin de mélanger certains trucs dans les comptes de fonds de roulement, on les remet en place. Si c'est pas le cas, ça part en trésorerie. Et une fois en trésorerie, on convertit en actif de réserve le Bitcoin. Il y entre et n'en sort jamais. Vous savez, un vendeur, il m'envoie une facture que je paie en monnaie locale. Aucun d'entre eux ne facturera en Bitcoin. J'ai entendu des gens s'interroger. Vos employés ne veulent-ils donc pas être payés en Bitcoin? Non. La réponse est non. Ils veulent pas. Mais admettons que la réponse soit oui. Supposons qu'ils soient tous des bitcoins maximalistes. Ils en veulent combien des bitcoins exactement dans leur paie? Parce qu'ils ont des prêts immobiliers à rembourser, ils ont des factures. Et notre réponse est donc la suivante.
On les paie en monnaie locale. Et s'ils veulent acheter du Bitcoin, s'ils en veulent, ils l'achètent eux-mêmes. En quoi les payer en Bitcoin serait-il une terrible erreur ? Eh bien, premièrement, parce que, ce faisant, on accélère de 100 ans la facture fiscale. Compte tenu de la volatilité du Bitcoin, on génère toutes sortes d'obligations fiscales. Deuxièmement, ça augmenterait la complexité de notre comptabilité d'un ordre de grandeur. Et troisièmement, pour obtenir l'argent fiat dont ils ont besoin pour rembourser l'emprunt immobilier, payer l'école des enfants ou je ne sais quoi, nos employés seraient contraints de vendre du Bitcoin, générant ainsi leur propre complexité comptable imposable. Ok ? Donc, tout cela occasionne, en fin de compte, beaucoup de complexité. Si j'ai 2000 employés et que 200 d'entre eux souhaitent posséder des Bitcoins, je les paye tous en euros, en dollars, en pesos, en yens ou en yuan, et ils se rendent sur leur exchange local pour acheter des bitcoins et les conserver en mode hodl. En fait, lorsque vous dirigez une entreprise qui adopte Bitcoin comme système d'exploitation, le choix logique consiste à envoyer toute la monnaie fiat en trésorerie, de la convertir en Bitcoin et de l'y laisser. Et donc ensuite, si un revendeur veut être payé en Bitcoin, je le paie en dollars et il s'achète du Bitcoin. Idem pour l'employé qui veut être payé en Bitcoin. Je le paie en dollars et il s'achète du Bitcoin. L'éthique du Bitcoin, c'est prenez vos responsabilités. Ne traitez pas les adultes comme des enfants. Il serait donc en fait assez condescendant de m'adresser à vous, Robert, en vous disant « Vous travaillez pour moi et je vais vous aider en vous payant en Bitcoin. » Non, nous, c'est plutôt « Vous êtes quelqu'un d'assez intelligent. Voici l'argent. Si vous voulez acheter des bitcoins avec, allez-y. L'argent conserve une valeur constante au moment où je vous le transfère. Et ce qui paralyse vraiment une crypto-monnaie et le bitcoin en tant que moyen d'échange, c'est le traitement fiscal auquel il est soumis dans le domaine réglementaire local. Au moment où le fisc américain a décidé que le bitcoin serait taxé comme un gain en capital lors de sa vente, bitcoin ne pouvait plus se comporter comme une monnaie. C'est aussi simple que cela. C'est fait. La seule façon d'envisager l'utilisation de Bitcoin comme monnaie, c'est de gérer un marché noir, un marché gris, sans comptabilité ni comptable ou avocat. Et là, on est dans un cas de figure où... Bonne chance! Combien de discothèques et de bars ont été fermés pour cause de fraude à la taxe sur les ventes ou à l'impôt sur le revenu? La plupart d'entre eux, les petites entreprises finissent toutes par avoir des ennuis avec les autorités de régulation et finissent par être fermées. Ce n'est donc pas pratique du tout du point de vue des systèmes. Il me faudrait une décennie pour les reconfigurer. Et ce n'est pas non plus pratique du point de vue de la complexité. Vous venez de rendre votre comptabilité 100 fois plus complexe. Et ce n'est pas pratique d'un point de vue fiscal. Vous venez de tripler le taux d'imposition. Enfin, ça n'est pas non plus pratique du point de vue des employés, quels qu'ils soient, parce que cela complique la vie de tous les autres. Voilà pourquoi j'estime que le Bitcoin n'est pas vraiment un moyen d'échange, mais plutôt un réseau de règlements à basse fréquence. J'ajouterai un dernier point qui renvoie à la notion de via negativa. Le fait que vous puissiez effectuer un règlement pair à pair signifie que vous n'aurez peut-être pas à le faire pendant les 100 prochaines années. Je peux vous interpeller, Robert, en vous menaçant. Faites ce que je dis ou sinon... Mais... si vous avez la possibilité de quitter le pays en emportant tout votre patrimoine, et je sais bien que vous en avez la possibilité, ça m'évoque cette phrase de Robert Heinlein. Une société armée est une société polie. Vous voyez, je vis à Miami Beach. Parfois, je me promène et les gens sont armés à Miami. Vous pouvez avoir un permis de port d'armes dissimulé. Okay. Une jeune demoiselle d'apparence tout à fait inoffensive peut très bien se promener avec une arme dans son sac à main. Et donc, à 2h du matin, dans ce bar où vous vous trouvez et où tout le monde est à moitié ivre, vous y réfléchissez à 2 fois avant de vous montrer insistant ou impoli. Et puis on se dit, peut-être que j'ai intérêt à pas me trouver dans un bar comme ça à 2h du matin avec tous ces gens à moitié saoul. Et on se dit aussi, je ferais peut-être mieux de pas m'adresser à cette personne qui vient de me couper la route. Quelqu'un s'arrête et vous tire dessus. Et alors on finit par se dire, je ferais bien de rester très poli avec tous ces passants dans la rue, parce qu'il se pourrait bien que chacun d'entre eux dissimule une arme sur lui. Peut-être bien aussi que je vais être gentil avec tout le monde aujourd'hui. Sacré moyen de dissuasion, non? La possibilité de régler en espèces, la capacité de procéder à des échanges, d'effectuer des règlements,
Voilà qui est bougrement dissuasif, parce que le simple fait que je sache que vous pouvez le faire signifie que je vais vous traiter avec respect. Si je savais que vous en étiez incapable, si je vous savais pris au piège, si vous étiez coincé dans mon monopole et que j'avais tout pouvoir sur vous, alors je commencerais à considérer que vous m'êtes acquis et je me mettrais à abuser de ce pouvoir. Car comme l'a dit Lord Acton, le pouvoir absolu corrompt absolument. Le pouvoir, la capacité de réaliser quelque chose est donc plus important que sa réalisation elle-même. Et c'est ce que les gars du Bitcoin Cash n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que si je peux déplacer tout l'argent quand j'en ai besoin, alors j'en ai pas besoin. Et donc oui, j'ai besoin de pouvoir le déplacer pour qu'il acquiert une valeur de 100 000 milliards de dollars. Mais par contre, non, pas besoin de le déplacer maintenant. Peut-être que j'aurais pas besoin de le déplacer plus d'une fois, ou peut-être jamais, juste pour donner un exemple. C'est comme la dissuasion nucléaire. Je l'ai utilisée une fois, peut-être deux, mais plus jamais depuis. Pensez-vous pour autant que ce n'est pas efficace? Estimez-vous qu'il n'est pas important d'en disposer? Voilà, on marque une première pause dans ce 8e volet. L'ordre et le chaos, vie et entropie, sculpter l'amorphe, organiser le désordre, canaliser l'énergie infinie du cosmos. Telle est d'après Saylor la plus noble entreprise de l'homme, celle qu'il poursuit sans relâche depuis la nuit des temps. Et Breedlove, qui voit en Bitcoin l'expression la plus intense de cet élan de vie, propageant la cohérence à contre-courant d'un chaos envahissant. C'est vrai, ce travail de minage, la preuve de travail, plonge Bitcoin et ses participants dans un mouvement de va-et-vient au contact du chaos le plus total afin d'y dénicher le nonce. Le nonce, ce nombre qui, combiné avec les données du bloc de transaction, générera un hachage, une série de chiffres et de lettres satisfaisant certaines conditions spécifiques. Une fois que l'un des équipements de minage met la main sur le très convoité nonce approprié, ce qui revient véritablement à trouver un atome spécifique dans tout le cosmos, le mineur l'ajoute au bloc de transaction qu'il diffuse sur le réseau, le soumettant à la chaîne de blocs Bitcoin. Ainsi, la sécurité de Bitcoin, l'immuabilité de sa blockchain, son registre distribué, repose sur de telles incursions dans le chaos le plus profond. Voilà comment Bitcoin nage inexorablement à contre-courant d'une entropie universelle. Notre épisode y débute donc par un tour absolument vertigineux dans ce toboggan cosmique où l'on touche vite le sol pour des réflexions infiniment plus terre-à-terre sur le devenir pratique de Bitcoin. Petit élément de contexte, on est en 2020 et Saylor embrasse Bitcoin comme actif de réserve de trésorerie pour son entreprise MicroStrategy et ici emploie de façon spectaculaire, presque goulûment, mais à la Saylor, c'est-à-dire hyper stratégiquement. Et depuis, il ne cesse d'accumuler ses bitcoins, publiant régulièrement le bilan de chacune de ses razzias. Combien en a-t-il aujourd'hui, tu crois? T'as suivi un peu? Je vais te tenir à jour si c'est pas le cas. Tu vois, Michael en détient près de 190 000 des bitcoins à ce jour. Eh ouais, ça fait vraiment beaucoup. Ça fait près d'1% de tous les bitcoins en circulation, en fait. Et à raison de 45 000 $ le bitcoin, on estime sa trésorerie à près de 8 milliards de dollars. Vertigineux aussi comme truc, hein. Sauf que le gars Saylor, qui gère son business depuis 25 ans, le vétéran gigachat de la tech, il garde bien les pieds sur terre. Et le gigantisme de ses achats récurrents est à la hauteur de sa conviction et de son optimisme quant au rôle à venir de Bitcoin en tant que réserve de valeur. Sécuriser la valeur dans le temps, sur 50, 100, 200 ans, pour lui, c'est ça l'ultime proposition de valeur de Bitcoin. C'est cette sécurité, cette garantie d'immuabilité du protocole, ou en tout cas de la partie du protocole décrivant la proposition monétaire de Bitcoin. 21 millions, pas plus. Et plus que ces 21 millions, ce qui importe avant tout, c'est la dureté croissante de la monnaie, l'appréciation de son ratio stock sur flux. L'autre jour, au Be Only dans les Alpes, j'interviewais Nicolas Cantu pour la ligne orange. Cet enfant d'Internet, ce bricolocodeur génial, est absolument passionnant. Et d'après lui,
c'est bien la sécurité de Bitcoin, la résistance à la censure, la sécurisation infinie des données qu'on y ancre, qui fait de Bitcoin une découverte si fondamentalement révolutionnaire que cette technologie en revêt un caractère quasi magique. Alors, c'est sûr qu'en comparaison, dans une logique de hiérarchisation des propriétés, la fonction de moyen de paiement instantané pour te payer un café au Starbucks du coin, ça peut paraître un peu trivial. Particulièrement si ça se fait aux dépens de la fonction de réserve de valeur. Et c'est de cela dont il est question lorsque Saylor fait référence à Roger Ver. Ce richissime bitcoiner, surnommé un temps Bitcoin Jesus, était une figure proéminente du camp des Big Blockers, les partisans des blocs plus grands lors de la Block Size War qui a divisé la communauté Bitcoin entre 2015 et 2017. Cette guerre intestine s'était cristallisée autour de la taille des blocs de la blockchain. Notons bien que cette taille conditionne le nombre de transactions possibles par bloc et donc la vitesse des transactions sur la chaîne principale du Bitcoin. Roger Ver s'efforçait donc à promouvoir l'usage fondamental à ses yeux du paiement instantané d'un café en Bitcoin. Usage qui imposait d'augmenter la taille des blocs. Or, ce faisant, il devenait plus coûteux pour le commun des mortels de faire tourner un nœud Bitcoin, nécessitant un disque dur de capacité beaucoup plus élevé. En gros, il devenait par conséquent plus difficile de participer au réseau et à sa décentralisation, dont on sait bien quelle est la condition sine qua non pour que Bitcoin demeure résistant à la censure. Donc voilà pour le contexte. Et en vérité, réserve de valeur et moyen de paiement, ces deux cas d'usage ne sont nullement irréconciliables. On en a la preuve aujourd'hui. Bitcoin s'affirme pleinement comme réserve de valeur, à tel point que Wall Street se bouscule au portillon à l'idée de s'enrichir en vendant à monsieur tout le monde des produits financiers adossés au Bitcoin, précisément sur la base de ce narratif de réserve de valeur. Le jour de la publication de cet épisode devrait coïncider avec l'annonce de la SEC, le régulateur américain, sur l'approbation ou non d'une dizaine d'ETF spot Bitcoin. Moment historique dont l'issue, si elle était favorable, conférerait à Bitcoin un degré de légitimité inimaginable, provoquant l'effet d'un séisme au sein d'un establishment en plein déni de réalité, desservi, il faut bien le dire, par une presse muselée. On a la preuve que Bitcoin, monnaie en devenir, poursuit une à une les étapes génériques du processus bien connu de monétisation d'un nouveau bien monétaire, qui veut que ce dernier démontre sa capacité à jouer le rôle de réserve de valeur avant d'être communément adopté comme moyen d'échange. Voilà, ce deuxième usage de Bitcoin reste certes marginal, mais il s'étend et il devient de plus en plus fréquent de se voir proposer l'achat de biens et services en Bitcoin, et c'est le recours à des second or side layers, des couches secondaires comme le Lightning Network ou Liquid, qui assurent des volumes et des vitesses de transaction pour des coûts qui ont de quoi faire pâlir tous les systèmes de paiement traditionnels. Donc ça se met en place. Ça se met en place vite, ça tourne de mieux en mieux et ça se produit sur des couches externes, comme je l'expliquais, donc de façon déportée, sans nuire à la proposition phare de Bitcoin. Et ça, c'est vraiment top. Alors, bien sûr, Saylor a tout à fait raison de souligner la complexité et toutes les frictions qui s'opposent encore à l'utilisation de Bitcoin comme moyen d'échange dans la plupart des juridictions. Et dans le contexte de sa boîte, il n'y a pas photo, sa logique est imparable, fait le bon choix technique, économique et philosophique. Toutefois, je suis d'avis qu'on aurait tort de généraliser son expérience et les circonstances qui sont les siennes, et d'autre part de porter un jugement définitif sur cette question. Je suis à peu près sûr que Saylor en est 1000 fois conscient, mais que son discours est destiné ici en partie au moins à une audience qu'il doit rassurer. Je m'explique. Comme il le décrit au début, les transactions en espèces, les échanges de pair à pair, ça c'est essentiel. C'est pas juste un truc dissuasif à faire une fois tous les ans ou tous les 10 ans pour signifier notre souveraineté ou notre indépendance aux puissances. C'est un truc qui, dans certaines géographies, présente un intérêt croissant. Ça pourrait bien concerner les pays de l'OCDE bien plus rapidement qu'on ne l'imagine.
Je pense qu'on a déjà évoqué dans ce podcast la probabilité non nulle du sombre scénario de la mise en place de monnaie numérique de banque centrale, MNBC, Central Bank Digital Currency, CBDC en anglais, qui verrait l'État en capacité de contrôler toutes nos transactions, donc notre vie privée, de diriger notre consommation à coup d'incitation ou de restriction, et de conditionner notre liberté selon notre degré d'adhésion à une idéologie. Scénario orwellien que l'on ne peut plus balayer d'un simple revers de la main. Et si les Américains semblent pouvoir repousser sa mise en œuvre, rien ne semble s'y opposer en Angleterre et dans l'Union européenne. Dans cette perspective, il semble tout à fait avisé et prudent de promouvoir l'adoption de Bitcoin comme moyen de paiement, même de façon un peu marginale, bien sûr via la couche de paiement Lightning prévue à cet effet. D'où toute cette constellation d'initiatives cherchant à développer les économies circulaires, d'où aussi le mouvement Spendle qui, jouant sur la consonance avec le terme HODL, invite à dépenser ses sats tout en rachetant immédiatement afin de ne pas puiser dans son épargne. Donc là, je voulais juste nuancer un peu le propos de Saylor dans un contexte différent de celui de sa boîte et en faisant référence à des réalités dérangeantes, sans doute des phénomènes conjoncturels de courte durée, donc des épiphénomènes sur l'horizon de temps que Saylor contemple, 50 ans, un siècle. Mais bon, l'importance de ces problématiques n'a fait que s'accroître depuis 2020, et donc à l'échelle de cette décennie et de nos petites vies, ça compte. Une autre observation concerne les frictions d'ordre réglementaire et fiscal que Saylor décrit et auxquelles il semble vouloir prêter un caractère quasi définitif. Bitcoin est une monnaie en devenir. Si un pays lui accorde le cours légal, il doit être reconnu comme monnaie par les autres pays. En tout cas, il me semble que c'est ce qui se passe en France si on applique la loi. Alors oui, on peut faire l'autruche à un moment, mais si d'autres nations embrayent le pas, ça va de plus en plus compliqué pour les États de justifier leur contravention aux propres règles qu'ils se sont fixées. Si les États s'y conforment, bien des frictions disparaîtront. Ou alors sinon, il faudra changer les règles. Pas improbable du tout. État d'urgence et autres régimes d'exception, ça permet de retourner des situations périlleuses. Bon, en résumé, je pense que Saylor s'adresse à une très large audience et qu'il veut faire progresser les consciences graduellement, stratégiquement, imposant d'abord l'idée de Bitcoin comme réserve de valeur technologiquement supérieure. Il veille à ne pas inquiéter le système outre mesure en agitant le fléau d'une monnaie concurrente susceptible de réduire à néant un outil bien pratique qui permet à des États de continuer à s'endetter par l'inflation, le levier fiscal étant déjà sollicité au point de se briser. C'est tout pour aujourd'hui, on redémarre plutôt bien l'année, je trouve, ça me plaît bien, je remets les neurones un peu en mouvement après cette trêve festive et familiale. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de 8e volet. Bonne journée, excellente soirée.